Hier fait à présent partie du passé. Aujourd'hui est un jour nouveau. Une nouvelle occasion vous est offerte de relever les défis qui s'imposent à vous et bien sûr de réaliser vos rêves. Alors levez-vous et foncez. C'est sûr qu'à force d'abnégation, vous réussirez. Bien le bonjour à vous et bienvenue à Business Matin sur Business 24 Africa. Merci de vous installer confortablement pour ne rien rater de ce moment. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet combien sensible et qui va certainement attirer votre attention. Eh bien, le constat est clair. Chaque année, plus d'1 million d'individus se suicident. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que le suicide est la 13e cause de mortalité la plus fréquente dans le monde. Le suicide est aussi la cause principale de mortalité chez les adolescents et adultes âgés de moins de 35 ans. Voilà qui fait froid dans le dos et qui mérite plus d'attention. Attention que nous accordons à ce sujet, celui du suicide. Et nous allons donc en parler sur ce plateau, à cette émission Business Matin, et ce, avec une personne bien avertie en la matière. Vous le connaissez sous sa casquette d'acteur, mais aujourd'hui, il va vous dévoiler une autre partie de lui-même. Il est donc doctorant en psychologie. Il se nomme Monsieur Djalega Oku Alain. C'est sûr que votre visage va plus parler que mes paroles. Alors, on se tourne vers lui, on lui dit bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ben oui, ça va. Alors, la journée, ça va? Tout va bien? Tranquillement. Eh bien, les téléspectateurs ont certainement reconnu vos traits de visage, votre visage carrément. Vous êtes donc acteur et on sait que vous avez tourné dans la série Campus. On vous a retrouvé dans un rôle où vous étiez, comment on dit, le gros bras, le bad boy. Voilà, je crois que le terme est bien sorti. Et puis, en fait, vous avez gardé quand même le style du bad boy quand même. Ça ne vous quitte pas là? Ben, disons que c'est la corpulence, on peut rien contre. Très bien. Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes acteur, mais aussi doctorant en psychologie. Est-ce que on peut comprendre ce pont que vous avez vous-même tissé entre la psychologie et le métier d'acteur, ou peut-être entre le métier d'acteur et la psychologie, parce qu'on ne sait pas vraiment par quoi vous avez commencé? Oh, je dirais que j'ai d'abord commencé par la psychologie, qui est un choix qui a été fait après donc le succès au baccalauréat. Donc, comme formation, je suis psychologue. Très bien. Et le métier d'acteur, c'est juste une passion. Voilà, donc c'est après, ou du moins au cours de ma formation à l'université de Cocody, que voilà, j'ai vu un casting qui a lancé au niveau de la maison de production qui a produit donc Campus. Effectivement, voilà, à travers la télé nationale. Et donc, j'ai dit pourquoi pas essayer. Et puis, ben voilà. Ah, très bien. Il paraît que ça nous marche. Donc, on essaie de faire. C'est une passion. Oui, vous pouvez compter sur moi. Effectivement, ça vous va si bien que finalement, on se demande, est-ce que c'est vrai que vous êtes doctorant en psychologie? Bien sûr, vous l'êtes. Et c'est en votre qualité de doctorant en psychologie que nous vous avons sur ce plateau, car nous parlons de suicide, n'est-ce pas? Voici donc un thème, comme je l'ai dit tantôt, qui est vraiment sensible, qui est donc vraiment attractif aussi. Et c'est sûr qu'avec vous, nous allons en parler profondément et largement. Tout de suite, quand on parle de suicide, on a l'impression de tout en savoir, mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que le suicide? Oh, le suicide, comme on le définit de façon, je dirais, plus générale, c'est lorsqu'un individu décide délibérément de se donner la mort, de mettre fin à sa vie. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des formes de suicide? Si oui, quelles sont-elles? Oui, il y a 2 formes de suicide, mais les méthodes sont énormes. Absolument. Voilà, les 2 formes de suicide sont la forme violente et la seconde forme, c'est la forme non violente. Et d'entre autres, parmi donc, ces formes-là, la forme violente que nous connaissons, généralement, c'est lorsque, par exemple, un individu décide de mettre fin à sa vie, soit par exemple en se jetant du haut d'un gratte-ciel, ou du moins en utilisant une arme à feu. Voilà. Et la forme que je dirais non violente, c'est lorsque ce dernier décide par donc, le fait d'ingurgiter une substance toxique, décide de mettre fin à sa vie. Là, on dira que c'est la forme douce donc, du suicide. Très bien. Alors, vous parlez donc de forme. On a aussi envie de savoir quelles sont les raisons qui pourraient emmener un individu, normal ou pas, c'est vous qui me direz, donc à se donner la mort. Les raisons sont nombreuses.
Mais la plupart du temps, pour un psychologue, nous, on qualifierait cela, ou du moins on classerait ces raisons-là parmi les raisons socio-économiques d'abord, et puis aussi les raisons psycho-affectives. Les raisons socio-économiques, c'est lorsque, par exemple, un individu perd son emploi, donc il passe du stade de travailleur ou d'employé au stade de chômeur. Donc cette nouvelle situation qui se présente à ce sujet est une situation nouvelle. Donc quand il n'arrive pas à s'adapter donc à cette nouvelle situation, pour lui la solution adéquate serait la solution du fatalisme. C'est la solution extrémiste. Donc pour parler aussi du cas ou du moins des causes psycho-affectifs, je dirais par exemple un individu qui vit en couple par exemple avec un autre et subitement il y a une séparation. Cette séparation n'est forcément pas gérée de la même façon par les deux individus. L'autre va sentir peut-être ça un peu plus et se dirait, puisque quand on décide de se mettre ensemble, on dit que c'est pour la vie et la mort, n'est-ce pas? Et donc, quand l'autre se dit que sa moitié est partie et que sans cette moitié-là, on n'a plus goût à la vie. Bah, il opte pour la mort finalement. Il opte pour la mort, voilà. Peut-être que je crois que c'est dans la même logique puisqu'on parle de vie et de mort. Voilà. Bon, après, c'est peut-être pas ça. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle que je veux faire. Puisqu'on dit qu'on se met ensemble pour la mort et pour la vie ou pour la vie et la mort, s'il n'y a plus de contact ou de relation, bah, on opte aussi pour la mort. Non, non, quand on dit ça, la plupart du temps, c'est dit que quand l'autre part d'une mort naturelle, on ne peut, voilà, c'est la mort naturelle qui peut nous séparer. Sinon, on est là jusqu'à la fin de notre vie. Voilà, c'est un peu ça. Tout à l'heure, nous avons donc ensemble évoqué les raisons qui pourraient emmener un individu donc à se donner la mort. Moi, je voudrais, si vous le permettez, énoncer quelques cas de suicide. Et puis, en tant que doctorant en psychologie, vous allez ressortir les causes profondes qui pourraient donc expliquer ces cas de suicide en question. Eh bien, un internaute nous a dit ceci en RDC, République démocratique du Congo. Un musicien donc s'est suicidé après avoir appris que sa petite amie sortait avec son patron. Et puis, un autre cas de suicide qui ressemble au premier cas que j'ai cité, eh bien, une femme avec qui il habitait, l'internaute en question, s'est donc donné la mort après avoir appris que son mari avait une maîtresse. Alors, explication de la part de notre doctorant en psychologie. Oh, c'est comme je l'ai dit, on se donne la mort quand on pense que la vie n'a plus de sens. On se donne la mort quand on pense que voilà, on ne peut pas s'adapter à cette nouvelle situation qu'on vit et qu'on peut goût donc à ce qu'on appelle la vie. Pour ces personnes, il y a, j'ai envie de dire, maladivement affectifs, ou du moins affectives, ces personnes-là. Donc pour elles, quand elles sont attachées à un individu, quand cet individu est même absente, même pas, on ne parle pas de cas de séparation, même quand cet individu est en train de travailler quelque part, il faut sa présence pour qu'elle sente que cette personne est toujours avec elle. Ouais, c'est un attachement. En psychologie, on a un terme qu'on utilise qui va me revenir tout à l'heure. C'est dit que c'est un attachement permanent. C'est-à-dire que quand l'individu même quitte ton champ visuel, pour toi, la personne n'est plus présente. La personne est en train de t'échapper. Donc, tu as toujours besoin que cette personne-là soit là. Et je crois que le terme a été sorti par vous, c'est maladif. Voilà, c'est maladif en fait. Et donc, ce genre de personnes-là qui se sépare d'une personne avec qui elle avait prévu vivre toute sa vie jusqu'à ce que la mort naturelle les sépare. Et que cette séparation arrive de façon brusque. J'ai envie de dire que c'est un déséquilibre d'abord social et un déséquilibre psychologique. Il n'arrive donc pas à s'adapter. Donc pour lui, si cette personne n'est plus là, elle n'a plus goût à la vie, ça sert à quoi de vivre? Voilà. Et en fait, la plupart du temps, c'est aussi, j'ai envie de dire, l'achèvement d'un processus, d'un long processus. Donc on ne peut pas se baser sur peut-être un seul détail, ou du moins cet élément de fin-là, pour essayer de comprendre l'individu. Vous parlez d'achèvement de processus et ça me donne envie quand même de lire cet autre cas de suicide. Eh bien, un autre jeune homme d'une trentaine d'années s'est suicidé donc en buvant de l'acide, prétextant dans sa lettre d'adieu que s'il ne le faisait pas, il serait tué par les sorciers qui lui fracasseraient le crâne. Et puis encore un autre cas, et c'est sûr qu'ensemble vous allez voilà, donner votre avis. Eh bien, une jeune fille de 22 ans qui se suicide car son père ne veut pas la laisser sortir avec ses amis.
pour un seul refus, elle se suicide. Est-ce que justement, on ne pourrait pas parler d'achèvement de long processus? Effectivement, pour celui qui a décidé d'ingurgiter donc de l'acide et pour se donner la mort, je pense que lui, ça relève plus de la démence, d'un déséquilibre. Parce que là, c'est un parano. Il voit un peu le mal partout, il voit les sorciers partout. Donc là, on ne peut pas inscrire ça comme un suicide formel. Ou du moins comme un suicide, je ne sais pas si je dois dire normal. C'est vrai que le suicide n'est pas normal, mais les cas de suicide qu'on connaît, la plupart du temps, sont des cas où l'individu est en possession de tous ses sens. C'est volontairement qu'il décide de le faire. Mais avec ce jeune homme-là, il y a un déséquilibre. Donc on ne peut pas dire qu'il est en possession de toutes ses facultés mentales. Donc là, le suicide, là encore, on va mettre des griffes. Voilà, pour parler de suicide. Maintenant, cette jeune dame qui s'est suicidée parce que son père, ou du moins ses parents, lui, ont refusé donc une sortie entre amis. Je dirais aussi que c'est l'achèvement d'un long processus. Peut-être qu'il y a longtemps qu'elle est opprimée à la maison. Il y a longtemps qu'elle est dans une pression, une certaine forme de pression où elle ne se sent pas épanouie. Donc pour elle, peut-être c'est en sortant avec ses amis qu'elle aurait pu se retrouver. Et à chaque fois qu'on lui interdit certaines choses, elle avait certainement préparé ça dans la tête pour se dire, cette fois-ci, là, quand je vais sortir, ils vont m'interdire de sortir. Ok, là c'est bon. Je me donne la mort, puis c'est fini, parce que la vie n'a pas de sens. J'arrive pas à vivre comme mes autres copines. Voilà. Quand on se retrouve peut-être en classe ou bien en société, chacune parle de ses sorties. Moi, j'ai pas cette expérience-là. À chaque fois que je veux sortir, les parents m'interdisent cela. Et donc, ce jour-là, je prends sur moi l'idée qui est que je décide de sortir à tout prix. Et si on m'interdit de sortir, je me donne la mort. Donc là, c'est l'achèvement d'un long processus de pression qu'elle a dû subir. Très bien. Alors j'ai parlé, c'est vrai, d'achèvement de processus, mais je voudrais aussi savoir s'il n'y a pas des raisons spirituelles qui pourraient sous-tendre donc cette volonté de se donner la mort. Parce qu'en fait, en la matière, j'ai un autre cas, eh bien, un jeune homme de 13 ans qui s'est pendu. On ne sait pour quelle raison, mais il s'est pendu. Alors, dans un tel cas, est-ce qu'on peut parler vraiment de raisons socio-économiques, puisqu'il est jeune, il va à l'école? Est-ce qu'on peut parler de raisons psycho-affectives? Peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas de raisons spirituelles qui accompagne tout ceci? En tant que scientifique, nous, on ne donne pas d'explication mystique aux choses. Quand nous donnons des causes ou nous essayons d'expliquer un fait, c'est à partir des raisons pragmatiques, des choses qu'on peut vérifier, des choses qui peuvent être expérimentées. Donc, je pense que pour parler de cas mystiques, un médium ou bien peut-être un religieux serait mieux placé que moi pour expliquer cela. C'est vrai qu'il y a une branche de psychologie qui essaie de tendre vers ça, mais bon, moi, je ne peux pas trop m'hasarder là-dessus. Maintenant, pour ce jeune homme de 13 ans, je vais vous dire quelque chose. Le suicide, là, c'est quand on n'a plus goût à la vie, comme je l'ai dit communément. Pour ce jeune homme de 13 ans, quand on lui donne, il y a des parents qui, en donnant l'éducation, ils ont une méthode éducative autocratique. C'est dit quoi? Ce que le parent lui dit là, c'est ce qui compte. On n'a pas besoin de l'avis du jeune homme. Alors que à cet âge-là, le jeune homme, il n'a pas forcément cette capacité de faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il n'a pas forcément la capacité de faire la différence entre le sens propre et le sens figuré. Il a tendance à prendre au bon ce qu'on lui dit. Imagine un jeune homme de 13 ans, son père ou sa mère lui fait comprendre, toi tu ne vaux rien à l'école, tu es là, toi tout ce que tu sais faire c'est manger, tu es là à t'amuser tes amis. Moi je me demande si tu vas réussir un jour. C'est un matraquage psychologique qu'on est en train de faire à l'enfant. On est en train de le conditionner. Très bien. À telle enseigne que quand il a des mauvaises notes, on ne cherche pas à dire, bon, essaie de t'améliorer. On se dit, oh, toi-même on sait que tu allais être dernier. Donc quand c'est comme ça, l'individu se dit quoi? Ma présence est l'équivalent de mon absence. Je n'ai pas d'importance, je n'ai même pas de place dans la société. Ma propre famille me rejette. Ça sert à quoi de vivre? Ben voilà. Très bien. Alors, on va bien garder aux choses que vous venez de donner comme, je veux dire, raison extérieure, raison donc qui sous-tendent les cas de suicide que je viens d'énoncer. Et on va parler d'autre chose, de harcèlement. Eh bien, en France, notamment, il y a qu'une adolescente de 15 ans s'est suicidée donc le 3 mars dernier à Lisieux, après que une photo intime d'elle, a été publiée sur les réseaux sociaux. Et puis, plus tôt, en 2013, une jeune fille de 13 ans, du nom de Marion, donc a été poussée au suicide par un harcèlement aussi sur Facebook. Justement, la question du harcèlement. Parlons-en.
Bon, alors, la question du harcèlement, on peut intégrer ça dans le terme de pression. Lorsqu'on a une forme de pression sur soi, on a du mal à gérer, on opte pour cette solution fataliste. C'est comme, par exemple, en entreprise. Remarquez les entreprises où la pression de l'employeur est forte sur l'employé, où on demande trop de rendement, où on leur demande trop, soit pour ceux qui sont encore, je dirais, qui n'arrivent pas à gérer. Donc ce cas de situation, c'est les surménages, c'est la démence. La plupart du temps, ce sont les démissions. Et quand c'est trop, en entreprise, je pense que, parlons du cas de la France, par exemple, je crois que c'est le service télécom en France, où les gens avaient noté un grand taux de suicide parce que la pression était trop forte. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui a une estime de soi élevée, c'est-à-dire que lui, il se regarde, il sait que lui, il vaut quelque chose. Et ce que lui, il a fait, c'est qu'il rend le rendement qu'il donne, c'est le rendement normal, on ne peut pas aller au-delà. Quelqu'un qui a cette estime de soi élevée, il peut gérer facilement ce genre de pression. Bon, pour quelqu'un à qui on dit, par exemple, tu ne vaux rien, et qui finit par se convaincre qu'il ne vaut rien, on lui dit, tu ne sers à rien, il finit par comprendre qu'il ne sert à rien. Pour l'harcèlement au niveau de, comment on appelle, des réseaux sociaux, on lui fait comprendre que, ben voilà, tu es foutu, tu es considéré en griffe comme une fille légère, tout. Vous voyez du coup que c'est une humiliation. C'est une humiliation et psychologiquement, il y a une dégradation qui se présente. On se dit, ben voilà comment est-ce que la société me perçoit. Est-ce que je mérite de vivre? Alors que quand tu sors de chez toi, la première des choses que tu te dis, quand tu t'habilles, même, comment est-ce que les gens vont me percevoir? Il y en a par contre qui n'ont pas, je dirais un peu faire rire, qui peut-être n'ont pas cette habitude de se laver peut-être 3 fois par jour, se laver le matin avant de sortir. Mais quand tu te laves le matin avant de sortir, c'est parce que tu sais que tu vas en société et que la perception que les gens auront de toi doit être positive. Donc, par rapport à une image qu'on présente de toi, si cette image de toi, de ta personne qu'on présente est une image négative, il est clair et net que tu te dis que tu ne sers à rien. Voilà, tu es le dernier de la société, tu n'es pas un exemple, donc ça sert à quoi? Et comme cette honte-là, ou du moins cette perception négative que les gens ont de toi, tu ne peux pas la gérer, si tu es faible d'esprit, tu préfères passer au suicide. Et justement, il y a eu suicide dans ce cas, peut-être parce que cette honte n'a pas été maintenue en famille, mais plutôt elle a été publiée. Donc aux yeux de tout le monde, on a l'impression que on est mauvais, on n'est pas digne de vie, etc. Et ça dépend de ce que ceux qu'on estime autour de nous disent aussi de ces nouvelles-là. Si ces personnes qui sont autour de nous vont dans le même sens que ceux qui tendent à nous dénigrer, on se dit, ben tiens, les plus proches même qui doivent nous soutenir sont dans la même logique que ceux qui nous dénigrent. Ça sert à quoi? Vers qui on va se pencher? La vie ne sert à rien, la mort serait la solution. Absolument. Égale le suicide. Voilà. Absolument. Alors nous allons parler d'une autre forme de suicide, si tel est le cas que c'est une forme de suicide. Il s'agit de l'euthanasie. Justement, la question est la suivante. Est-ce que l'euthanasie peut être considérée comme une forme de suicide? Si on se réfère à la définition qui est que le suicide est une façon délibérée pour un individu de décider de se donner la mort, l'euthanasie ne peut pas être considérée comme une forme de suicide puisque la plupart du temps, cette décision elle est prise quand l'individu est dans un état mordique, c'est-à-dire qu'entre la vie et la mort, il n'est pas conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Très bien. Et quand c'est comme ça, les parents de commun accord, peut-être avec l'instance médicale, décident d'écourter donc la souffrance de ce dernier là, sans qu'il n'ait donné son avis. Donc là, on ne peut pas parler de mort et de suicide, du moins, on peut plutôt parler d'homicide involontaire, moi je dirais. Et puis dans certains cas, quand même, il y a que le malade, d'une manière ou d'une autre, essaie donc de faire connaître sa volonté, celle d'abréger sa souffrance justement par la mort. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que dans ce cas dont je viens de parler, on peut parler de suicide? Là, j'ai encore des réserves. Tant que l'individu lui-même ne passe pas à l'acte, je ne pense pas qu'on puisse parler de suicide. Voilà. On peut parler peut-être d'homicide involontaire, comme je l'ai dit, mais de suicide, j'ai des réserves. Très bien. Je vous l'ai dit tantôt, nous allions donc bien garder aux choses certaines choses que vous aviez dites. Eh bien, je voudrais parler de responsabilité. Qui sont les personnes que l'on peut tenir pour responsables quand il y a un cas de suicide? Notamment pour le cas donc, de cette jeune fille qui s'est donc donné la mort après que ses photos intimes aient été publiées sur les réseaux sociaux. Est-ce que justement le fait qu'elle n'ait peut-être pas été soutenue par ses parents a peut-être joué en sa défaveur? Justement, j'ai envie de savoir en gros qui peut être tenu pour responsable
responsables quand il y a cas de suicide? Ben, quand il y a un cas de suicide, je pense que les responsabilités sont partagées, autant pour la société qu'autant pour les proches de celui qui se serait suicidé. Pourquoi d'abord? Parce que si je prends l'exemple d'un individu qui passe de l'état de travailleur à l'état de chômeur, la plupart du temps, en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, les chômeurs, par exemple, ils n'ont pas forcément des points de chute. Oui. Quand il sort, quand il perd son boulot, du coup, d'abord même, les mesures d'accompagnement au niveau même de la société, c'est pas ça. Absolument. Les structures sont pas encore bien rodées pour, j'ai envie de dire, absorber ces chômeurs-là. Donc, du coup, il y a un déséquilibre qui se fait parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, un individu qui travaille, ou du moins en Afrique, un individu qui travaille, il a à charge au moins 20 personnes. Donc, regarde ce déséquilibre-là. Et si c'est quelqu'un qui est vraiment soucieux de ses proches, quand il regarde un peu comment est-ce qu'il va prendre en charge ces derniers-là, le déséquilibre, il est vraiment aigu. Donc, et quand c'est comme ça, il a du mal à gérer. Donc, dans ce cas précisément, est-ce qu'on peut tenir pour responsable la société qui a vidé l'individu? D'abord la société, parce que il n'y a rien. Et du coup, tu sais que ce que les gens nous présentent de façon générale, quand tu es un chômeur, ben voilà, c'est la galère, c'est ce que la société présente. Quand je dis la société, c'est nous tous. On se dit que, bon, quelqu'un qui passe de son état de travail à un état de chômeur, voilà, c'est fini, il est foutu, il n'aura plus rien, c'est la misère, c'est l'équivalent, voilà. Alors la société n'a pas prévu cet état-là pour préparer les gens psychologiquement, pour dire qu'après le chômage, c'est pas la fin de la vie. Après le chômage, tu peux tenter dans une autre entreprise, on peut te reprendre. Par exemple, ou bien il y a des structures qui sont des activités personnelles. Voilà. Ou du moins il y a des structures, ou même il y a des banques qui peuvent peut-être te financer par rapport aux qualités que tu as pour exercer toujours dans ton domaine, mais étant toi-même ton propre patron. Effectivement. Il y a d'abord ça. C'est ça qu'il s'agit. Et par rapport à l'entourage, du coup, pour les exemples que j'ai déjà eu à vivre, quand quelqu'un chôme, si d'habitude les gens qui sont au village passent chez lui avant d'aller dans leurs activités, ou passent lui dire bonjour, ou lui dire qu'ils sont arrivés avant d'aller à d'autres activités, tu verras que ces personnes ne passeront plus chez lui. Ils se sentent délaissés. Effectivement. Ça, et même au village, si peut-être on l'attendait quelquefois pour tenir des réunions, pour prendre des décisions, on dit, oh bon, c'est question, on va commencer, s'il vient, les données ont changé. Voilà, donc, les données ont changé. Ouais. Donc, du coup, quand tu te retrouves dans ce genre de cas, tu te dis, ben, apparemment, je ne sers plus à rien. Oui. C'est parce que je sens que je servais à quelque chose, que j'avais goût à la vie, puisque je sens que je suis incontournable. Et maintenant, là, on ne fait plus attention à moi. Je ne sers à rien. Donc, qui doit être mis au banc des accusés? Tout L'administration. Tout le monde. Très bien. Tout le monde. Parce que du coup, quand quelqu'un passe de l'état de travailleur à l'état de chômeur, c'est là même que la famille doit se mobiliser autour. Très bien. Pour lui permettre de mieux affronter donc cette situation nouvelle, de mieux aborder ça, pour lui faire comprendre que c'est pas une fatalité et que bon, la vie continue et que même étant à son ayant perdu son emploi, il peut avoir d'autres activités qui sont plus j'ai envie de dire, qui vont être plus productives, rentables que ce qu'ils faisaient auparavant. Donc, vous voyez que là, c'est pratiquement tout le monde. Hein. Oui, oui. Et même souvent, quand on veut licencier quelqu'un dans nos entreprises, malheureusement, c'est de façon brusque. C'est même pas prévenu. Effectivement. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de mesures d'accompagnement, tout ça. Donc, quand c'est comme ça, c'est toute la société. C'est vraiment pas selon les termes de la loi du contrat de travail. Voilà. Ouais, voilà. C'est pas suivi. C'est pas suivi forcément. Et donc même pas de frais d'indemnisation, pas de recasement, rien. Très bien. Et quand c'est comme ça, tu te dis quoi? Tu tombes des nues. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ça. Et donc, il faut des gens autour de toi pour constater que, bon, voilà, le monsieur, il a commencé à être un peu réservé. Alors que quand tu perds ton emploi, c'est là maintenant que tout le monde te fuit. Te rejette, effectivement. C'est ça qui est le problème. D'accord. Alors, concernant la famille, on peut parler d'un aspect totalement social, donc on ne pourrait pas parler forcément de sanctions pénales, mais concernant donc les administrations des entreprises qui licencient abusivement des personnes, est-ce que on peut parler déjà de sanctions pénales, comme je l'ai dit tantôt? Il y a le tribunal du travail qui existe. Donc, celui qui pense qu'il a été licencié de façon abusive, ou bien qui pense qu'il n'y a pas de raison valable, il s'adresse directement au tribunal du travail. Je pense qu'ils sont bien outillés pour régler ce cas d'espèce. Mais moi, en fait, ce que je dis les causes qui peuvent amener quelqu'un
à se suicider. Très bien. Voilà, c'est le fait qu'il n'est pas préparé, d'abord par l'entreprise qui décide de le lâcher. Il n'est pas aussi soutenu par ses proches qui, eux, maintenant trouvent moyen de l'éviter, alors que c'est là maintenant qu'il faut être plus proche de lui pour lui dire, ben voilà, tu nous as rendu service à un moment donné de la vie, nous c'est à notre tour de te soutenir et pas le moment de te lâcher, on est avec toi jusqu'à la fin. Très ça, bien, en fait. très bien. Alors, parlons de harcèlement à l'école. Justement, est-ce qu'on peut tenir pour responsable ces élèves qui exercent une certaine pression morale sur leurs autres camarades? Parfois, des élèves se sont vus en train de se donner la mort parce qu'ils n'ont pas pu supporter des remarques blessantes de la part de leurs petits amis. Dans ce cas-là, comment on traite, j'ai envie de dire, comment on traite ce cas et surtout, qui est responsable? Ça va dépendre du contexte, hein. Mais sinon je pense que tout enseignant doit avoir d'abord une qualité psychopédagogique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'enseignant, quand il prend les élèves, c'est vrai qu'il dispense des cours à un bon nombre d'élèves, mais selon la réception que l'élève fait de ce que l'enseignant transmet sur ses feuilles, c'est selon ça que l'enseignant sait le genre de l'élève qu'il a en face. Voilà pourquoi on fait des cahiers de correspondance. Très Et bien. si on sent que l'individu, parce que il est brimé par les autres, devient asocial, c'est-à-dire qu'il est carrément Mis à l'écart. Il peut se mettre lui-même personnellement à l'écart. Très bien. Comme les autres peuvent le mettre à l'écart. On peut convoquer, d'abord, par le cahier de correspondance, convoquer les parents de ceux qui harcèlent leurs amis pour dire que c'est une mauvaise méthode, qui n'ont pas à faire ça. Ici, quand ils vont continuer à s'adonner à cela, ils seront virés purement et simplement de la classe. Comme ce dernier qui reste dans son coin, qui se met à l'écart, ils vont convoquer ses parents. Et ses parents, d'abord, l'enseignant lui-même peut approcher ce dernier, d'abord celui qui est brimé, l'approcher hors classe, pour dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant va s'expliquer. Là, il trouve une oreille attentive. Même quand il va à la maison, parce que la plupart du temps, quand tu es harcelé comme ça, quand tu arrives à la maison, ton comportement même change. Oui. Donc, normalement, les parents doivent faire attention à cela pour dire, ah tiens, depuis 2 jours, 3 jours, je vois qu'il y a X qui est un peu casanier, il est un peu triste, on va lui demander qu'est-ce qui se passe. Et selon l'éducation même de base que tu as donnée à ton enfant, avant qu'il ne mette les premiers pas à l'école, il sait si ses parents sont ceux à qui il peut se confier, sont ses premiers complices. Si ce n'est pas une éducation autocratique, genre une éducation rigide, où le père, il ne discute pas avec l'enfant. Voilà, quand c'est pas ça, quand c'est une éducation démocratique où la vie de l'enfant compte dans la famille, il saura qu'avec ce qu'il a subi, il va l'expliquer ça à ses parents. Il va aller d'abord dire, ah papa, moi je vais changer d'école, l'année prochaine je ne serai plus dans cette école parce que là-bas on m'insulte, on me maltraite. Et c'est comme ça que le parent, lui, déjà peut dire à son fils, oh tiens, son fils ou sa fille, oh tiens, ce qu'ils disent, c'est pas forcément la vérité, ils veulent juste te chahuter, mais fais semblant de ne pas voir, tu vas voir qu'ils vont s'en remettre. Voilà. Et même l'enseignant, ça commence d'abord par l'enseignant, ensuite par les parents. Donc c'est toute une chaîne en fait de personnes responsables. Voilà pourquoi je dis que quand il y a un suicide qui se présente, c'est la fin de tout un processus. Très bien. Donc, par les cellules, les différentes cellules que va traverser l'individu, il doit avoir des gens dans ces cellules-là qui puissent détecter que tiens, il y a un problème sous-jacent. C'est-à-dire qu'il y a un problème peut-être subtil qu'on ne voit pas. Que ce soit au travail, il y a un groupe, on travaille en société, donc on a toujours des gens autour de nous qui nous connaissent au premier abord et qui nous connaissent quand une situation nous dérange. Si c'est à l'école, c'est pareil. Quand tu arrives à la maison ou en famille, c'est pareil, on sent un changement. On peut dire, ah tiens, lui, là, il parle plus trop, hein. Depuis un moment, il est devenu calme. Et c'est là qu'on doit commencer par t'approcher. C'est la même chose à l'école. Donc la responsabilité, elle est de partout. Oui, elle est partagée par tout le monde, presque. Voilà. Donc, très bien. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que les enseignants ne doivent pas affûter leur âme de psychopédagogue parce que malheureusement, ils ne sont pas toujours aux aguets, ils ne sont pas toujours, j'ai envie de dire, assez illuminés pour voir ce qui se passe dans la vie d'un élève ou d'un autre. Malheureusement, ce qu'on vit en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est que les gens optent pour un métier parce qu'ils ont cherché jusqu'à, ils n'ont pas eu. Et
et il y a un parent qui l'appelle, qui lui dit, il y a un concours ici, il faut venir passer le concours, tu as travaillé. Donc il y en a qui deviennent enseignants, pas par vocation, mais ils deviennent enseignants parce que bon, c'est ce qu'il reste à faire, ou c'est l'occasion qu'il a eue. Donc quand vous rentrez par exemple dans les écoles publiques, les grèves là c'est tout le temps. Et même quand il n'y a pas de grève, quand vous rentrez dedans, vous constatez, quand vous voyez la méthode même d'enseignement, c'est pas ça. C'est-à-dire que le gars, il vient, il met un truc au tableau là, et les enfants se C'est débrouillent. expéditif en fait. Voilà, expéditif. Donc c'est pas, il n'est même pas, j'ai envie de dire, à l'écoute même de ses élèves. C'est bizarre, nous avons été de la vieille école. Donc par exemple, c'était des concours même, j'ai envie de dire, d'élèves. Quand lui, il est premier, le classement prochain, là, tu vas être premier. Oui, absolument. Et l'enseignant, il vous examine pratiquement, il vous donne des examens pratiquement 2 fois, 3 fois dans le mois. Les dictées, tu sais que c'est vrai que c'était la vieille méthode. On dit que quand tu as 0 par exemple, il va te chicoter. Ça, l'enseignant arrive à manier la carotte et le bâton. Très bien. Et quand c'est comme ça, l'enfant arrive facilement à canaliser. Mais aujourd'hui, nos enseignants, là, bon, ils y vont parce qu'il a cherché le travail jusqu'à il n'a pas eu. On ne fait pas le procès des enseignants ici. Voilà. C'est juste qu'on essaie quand même de révéler ce qui est vrai, ce qui est tapis dans l'ombre. Et c'est sûr que ça va aider plus d'un, n'est-ce pas? Alors qu'un enseignant qui le fait par vocation, je vous assure que lui, sa première inquiétude, c'est quoi? Avoir les meilleures notes en classe, avoir des élèves équilibrés, parce qu'on ne peut fournir des meilleures notes que quand on a des élèves équilibrés. Effectivement. Alors donc quand on sent une faille, on a des cahiers de correspondance à partir desquels on peut interpeller les parents pour savoir si le problème ne vient pas de la classe ou bien du milieu scolaire, le problème peut peut-être venir du milieu familial. Donc déjà l'enseignant, lui, doit pouvoir interpeller voilà, la famille ou interpeller l'élève. Comme ça. Très bien. Alors parlons à présent de aussi, je vous coupe un peu la parole parce que il y a aussi les journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes aussi, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour dire aux parents, bon tiens, l'enfant, quand il est venu au début, il avait des bonnes notes. Par exemple, là, il commence à dégrader, on ne sait pas ce qui s'est passé, à la maison, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, on est tous interpellés et chacun sait quel rôle il doit jouer à son niveau. Très bien, très bien. On est très bien éclairé sur cette question. Justement, nous allons à présent aborder la phase des conséquences. Quelles peuvent être ou quelles sont les conséquences donc, dans le cas de suicide sur la famille ou encore sur l'entreprise, si cette personne était donc un employé d'entreprise, ou encore en milieu scolaire, etc. etc. Les causes aussi, donc les proches ou du moins les milieux auxquels appartenait celui qui s'est suicidé, la première des choses, c'est l'incompréhension au sein même du milieu auquel il appartient, parce que le suicide, personne ne le voit venir. Donc, la famille, le milieu scolaire, le milieu professionnel, les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce qu'on a raté? Où est-ce qu'on a failli? Donc, c'est une remise à cause perpétuelle de ces différents milieux-là. Et surtout pour la famille, c'est une indignation. Parce que si un enfant, si votre fils, si votre père, si votre mère, si se donne la mort, c'est que vous avez failli quelque part, c'est que vous avez mal géré sur une famille déséquilibrée. Et c'est donc la vision que l'extérieur a de cette famille-là qui est l'indignation pour vous. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut ensemble revenir un petit peu sur un aspect que vous avez relevé? Vous avez dit qu'il y a 2 formes de suicide, donc la forme violente et non violente. Si l'individu a eu assez de courage donc, pour se donner la mort de façon violente, par exemple en se jetant du haut d'un immeuble, pourquoi il n'a pas eu assez de courage justement pour faire face aux problèmes qu'il a rencontrés et qui l'a poussé au suicide? D'abord, le suicide, c'est pas un courage, c'est une forme de lâcheté. C'est une forme de lâcheté. Et c'est des personnes qui ont, comme je l'ai dit, une estime de soi qui n'est vraiment pas élevée. Il se dit, bon tiens, voilà ce qu'on dit de moi, est-ce que je mérite encore de vivre? Voilà, et je pense qu'il passe d'un stade normal à un stade que je dirais pseudo-normal. C'est-à-dire qu'il n'est plus maître de lui-même. Il a tout arrêté pour parler comme le commun de mortel. Tout s'arrête pour lui. Il a coupé dans sa tête. C'est-à-dire qu'il a une fixation, c'est la mort. C'est ça la seule solution. À part ça, il n'y a rien d'autre. Donc quand c'est comme ça, on ne peut pas parler de courage. On ne peut pas parler de courage. Voilà. Mais est-ce qu'on peut pourtant vouloir à cet individu? On peut comprendre. On peut comprendre et on peut lui en vouloir aussi, puisque je pense que la mort n'est pas forcément une solution. On peut être en haut de l'échelle, descendre, on peut remonter après. Comme on peut être au bas de l'échelle, arriver
au sommet de l'échelle. Donc, c'est-à-dire que quand une situation nouvelle se présente à nous, il faut s'adapter, c'est tout. C'est ça, en fait, l'intelligence. L'intelligence se définit comme l'adaptation aux situations nouvelles. À chaque fois qu'une situation se présente à vous, vous essayez de voir le mécanisme à mettre en place sur le plan psychologique, sur le plan même physique, pour pouvoir vous adapter à cette nouvelle situation qui se présente à vous. C'est ça. Par contre, il y en a quand une situation nouvelle se présente à eux, ils se disent, bon, ça, c'est pas fait pour moi. Très bien. Et si c'est pas fait pour moi, je ne peux pas vivre dedans. Et je ne pourrai jamais me retrouver. Donc, je préfère mourir. Très bien. Et ça, c'est des personnes qui vraiment ne sont pas suivies, qui n'ont pas de soutien. Parce que tu peux passer d'un état suicidaire à un état normal. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait peut-être envie de se tuer, qui avait perdu goût à la vie, s'il a un soutien, s'il est bien suivi, il est qui reprend goût à la vie. Très bien. Voilà, on ne peut pas parler de courage, je parlais plutôt de lâcheté. Sinon, on les comprend, hein, on essaie de les comprendre, mais on ne peut pas forcément les excuser parce qu'en le faisant, c'est un déséquilibre qui crée non seulement dans la société, c'est un déséquilibre qui crée aussi dans leur famille parce que, quelle que soit une personne, quel que soit même, j'ai envie de dire, le poste qu'il occupe dans la société, qu'il ne fasse rien ou qu'il fasse quelque chose, ta présence est importante quelque part pour quelqu'un. N'est-ce pas? Voilà. C'est un petit peu comme la chaîne alimentaire, mais jamais dit ça, c'est la chaîne sociale. Voilà. C'est bon, peut-être qu'il est crié, qui sait. Alors, disons que ce sujet est quand même touffu, il y a tant de questions qui en découlent, et tout de suite, je voudrais savoir, justement, parlons du fait d'en vouloir à cet individu, si on essayait de se transposer dans la vie qui succède, celle qu'il a laissée sur Terre, est-ce que dans cette vie-là, il serait passible de peine ou de jugement ou de condamnation? Là, on fait de la fiction. Oui, c'est de la fiction, là. Et là, c'est votre univers, donc je ne me gêne pas. Non, en fait, ce que je dirais, puisque une mort n'est jamais appréhendée, ou du moins n'est jamais reçue avec joie. Quelle que soit la mort, quand on nous annonce la mort de quelqu'un, on a toujours cette petite détresse-là. Donc, quand on sait que c'est toi qui t'es donné volontairement la mort, mais moi, je t'en veux, moi, pour qui tu comptais. Je t'en veux, donc s'il y a une seconde vie, tu vas me rendre les comptes. Pourquoi est-ce que tu m'as lâché si tôt et que tu es parti? En fait, ça, voilà. D'accord. Alors, nous allons passer quand même à la dernière phase de cet entretien. Ensemble, nous allons essayer de voir s'il y a des signaux qui doivent déjà nous alerter quand, s'agissant donc d'une personne qui aurait des tendances suicidaires. Est-ce qu'il y a déjà des symptômes qu'on peut détecter avant que l'irréparable ne se produise? Oui, forcément, parce que ce soit en famille, que ce soit en société, que ce soit dans le milieu professionnel, quand on voit un individu, l'individu qui se présente à nous d'abord dans, j'ai envie de dire, sous son couvert normal que nous connaissons, et quand il y a un changement, on sent qu'il y a un changement. Et donc, du coup, là, on doit être interpellé pour dire, bah, tiens, Christelle, par exemple, elle avait l'habitude de beaucoup sourire, maintenant elle ne sourit pas. Ou bien Christelle, quand elle vient, l'habitude elle salue, mais maintenant quand elle vient, elle ne salue pas. Et puis, on a plus l'impression qu'elle a l'esprit ailleurs. Elle est là, mais son esprit est ailleurs. Déjà, on doit pouvoir l'approcher, pas forcément au vu et au su de tout le monde. Quelqu'un peut se décider personnellement pour dire, bon, après le boulot, ou du moins après l'école, je vais marcher avec lui. Donc c'est là qu'il faut faire ressortir sa fibre sociale, en fait. Ouais, Voilà. Il ne faut pas être individualiste, il faut faire attention aux autres. Voilà. Tu remarques, par exemple, un individu qui est joyeux, tout le temps joyeux, et qui passe de ce stade-là, un individu un peu timide, c'est qu'il y a un problème. Très bien. Et là, déjà, on doit commencer par l'approcher, discuter avec. Quand on voit que quelqu'un, il a du mal à dormir, on sent que depuis un moment, lui, il ne dort plus trop, il est toujours sous antidépresseurs ou les psychotropes, il y a problème. D'accord. Il y a des personnes qui sont assez introverties, qui ne font pas ressortir justement leur mal-être. Pour ces personnes-là, comment faut-il vraiment s'y prendre? Parce que pour ces personnes, par exemple, qui ont l'habitude d'être joyeuses et qui se transforment en personnes tristes, il y a quelque chose qui les interpelle. Mais pour des personnes qui sont toujours, j'ai envie de dire, qui ont toujours la même humeur, quelles que soient les situations qu'ils traversent ou qu'elles traversent, que faut-il faire? Oui, mais moi, je pense que quand tu dis connaître quelqu'un, même si elle ne s'exprime pas forcément, quand il y a un changement, on lit cela. On ne peut pas cacher. Le plus gros mensonge qu'on fait, c'est le mensonge qu'on se fait à soi-même. Parce que tu penses peut-être te cacher des autres. Mais pour quelqu'un qui te connaît bien, il va savoir qu'il y a un problème. Ça ne tombe pas, en fait. Ça ne tombe pas. Maintenant, si ça arrive, comme l'état suicidaire, ce n'est pas quelque chose qu'on prévient,
On dira dommage, c'est voilà, tout. dommage, c'est tout. Voilà, sinon... Pas s'en vouloir forcément. Voilà, sinon quand il y a un déséquilibre, on sait. Sinon, c'est vrai qu'on entend parfois les gens dire, ah, celui-là, il parle jamais, il est dans le quartier, il salue, il s'en va, il n'a pas affaire à quelqu'un, mais on ne savait pas que ça pouvait arriver. Mais le fait même qu'il ne salue pas, même là, c'est un problème. Parce que tu ne peux pas être en société et ne pas parler, et ne pas échanger. Tu deviens asocial, tu deviens donc anormal. Quand tu es en société, là, ce sont les échanges, on discute. Et dans ce qu'on dit, dans tes avis que tu donnes, on sait s'il y a problème ou pas. Même si tu es quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'extérioriser, mais quand on te demande ton avis sur un sujet bien précis, tu vas donner ton avis. Et dans un autre cas où on te demandait ton avis sur un sujet et qu'on voit que l'avis que tu donnes est un peu différent, c'est-à-dire que tu ne vas pas en profondeur, c'est de façon liminaire, voilà, ramassée, que tu réponds, on se dit, tiens, il y a problème. Très bien. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il existe, pour terminer, un traitement pour pouvoir prévenir ou pouvoir guérir des personnes qui ont des tendances suicidaires? Guérir, ce serait exagéré. Parce que permettez-moi la parenthèse, pour la prévention, on a parlé donc du fait d'être aux aguets, voilà, pour pouvoir éviter l'irréparable. Maintenant, pour guérir, comme j'étais en train de le dire, cette tendance suicidaire. On ne peut pas parler de guérison parce que l'état suicidaire ou quelqu'un qui a envie de se suicider, ce n'est pas un phénomène physiologique ou biologique qu'on pourrait traiter comme on traite le paludisme, qu'on pourrait traiter comme on traite le cancer. Vous voyez un peu? Oui, je vois très bien. Voilà, donc là, parce qu'en France, comme vous l'avez dit, la plupart de ceux qui se suicident, quand on fait les statistiques, on remarque que c'était des gens qui étaient sous traitement d'antidépresseurs ou de psychotropes qu'ils prenaient. Et on a remarqué qu'avant même de passer à l'acte, ils ont commencer par prendre plus que ce qui était prescrit par le médecin. D'accord. Je pense que comment on peut prévenir la chose d'abord? Quand un individu va voir un médecin, ou quand on sait que chez un individu ça ne va pas, par exemple, il divague un peu, ce qu'il dit n'a pas trop rapport avec la réalité. En Côte d'Ivoire, on n'a pas la culture des psychologues. On la voit directement voir un médecin généraliste. Le médecin généraliste va dire, oh, c'est un peu la fatigue. Ou on la voit voir un guérisseur, le guérisseur va dire, non, c'est IT, c'est palu blanc. Donc on a qu'à le traiter comme ça ça va passer. Alors que c'est vrai que le médecin généraliste, du coup, il peut donner peut-être des antidépresseurs qui peuvent calmer l'individu. Mais même quand il donne les antidépresseurs, il faut que lui, en tant que médecin, il prenne la charge de dire, ben tenez, moi, ma fonction se limite à ça. Mais c'est mieux que l'individu aille voir un spécialiste. Très bien. Mais le spécialiste, il ne va pas te suivre 24 sur 24. C'est vrai. Parce que le moment où il te laisse aller prendre tes traitements, c'est là que la famille doit pouvoir intervenir. Oui. Avec leurs conseils, discuter avec toi. Même parfois, même là, on peut discuter sans toucher du doigt le problème qui te met dans cet état. Effectivement. Il faut banaliser, minimiser carrément le problème qui a mis l'individu dans cet état et maximiser le côté positif d'une chose qui pourrait lui donner goût à la vie. C'est comme ça qu'on peut bien encadrer l'individu. Voilà. Sinon, on ne peut pas traiter comme on traite un palude pendant 3 jours. On prend ce traitement, c'est pendant 3 jours, ça va. Non, c'est pas possible. Je me dis, c'est un traitement à long terme, thérapeutique. Et ça peut passer vite. Comme ça peut prendre du temps. Ouais, j'allais dire, j'ai parlé du mot thérapeutique, donc j'allais parler plutôt de thérapie, j'ai envie de dire quoi, sociale ou psychologique. Voilà. Très bien, c'est surtout ça. Ok. Voilà. Bah, je pense qu'on a longuement parlé de ce sujet qui est vraiment touffu, comme je l'ai dit tantôt. On a fait le tour de la question, n'est-ce pas? Alors, avant de nous quitter définitivement, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ben, le dernier mot, ce que moi je dirais, c'est que quelle que soit la situation que nous vivons, il y a toujours des solutions. Il y a peut-être des personnes même proches qui peuvent mieux nous guider, mieux nous conseiller et nous donner des solutions adéquates. Et une situation nouvelle n'est pas forcément signe de fin de la vie. Une situation nouvelle, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut s'adapter. Et je pense que, ben voilà, on trouve toujours la solution à un problème. Il n'y a pas de problème sans solution. N'est-ce pas? Oui. Dans la vie, tout est dualité. Hein. Voilà. S'il y a problème, c'est qu'il y a solution. À tous les coups. N'est-ce pas? Merci encore à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes Djalega Oku-Ala et donc doctorant en psychologie et bien sûr acteur. C'est par cela même qu'on vous connaît le mieux, n'est-ce pas? Merci encore à vous d'être passé. Merci à vos téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de Business Matin. Eh bien, vous avez la possibilité de faire la promotion de vos activités sur ce
culturel, de vos produits, de vos prestations de services à cette émission, alors n'hésitez pas à nous joindre aux différents contacts qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa. Au revoir.